Bonjour Magali, bonjour Pierre. Vous êtes membre de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Est-ce que vous voudriez bien pour les congressistes vous présenter et présenter l'association? Bonjour, donc moi je m'appelle Magali Billac, je suis directrice au service des personnes âgées depuis 2002 et adhérente de l'ADEPA depuis 2003 et j'en assume la vice-présidence depuis 2022. Donc bonjour, Pierre Auroux, je suis président de l'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Donc, ça fait pas tout à fait un an maintenant. Et puis je suis par ailleurs directeur d'établissement pour personnes âgées et ça dure depuis 35 ans. Alors l'ADEPA, c'est une association nationale qui regroupe environ 2000 adhérents, 2000 directeurs. Elle a vocation, cette association, à aider les directeurs dans leur mission. Et elle a aussi vocation à essayer de défendre et à contribuer à défendre la cause des aînés. On sait aujourd'hui, tout le monde a connaissance de l'actualité, combien nos aînés souffrent de discrimination, ce que nous appelons l'agisme. Et la deuxième vocation de cette association, c'est d'œuvrer pour que la barrière de l'âge ne soit plus un motif à discriminer nos concitoyens et que, indépendamment de leur âge, ils continuent à être inclus dans la société, à vivre en citoyen. Le sujet de la citoyenneté, du pouvoir d'agir, c'était le thème de notre congrès commun en 2023 qu'on a mené donc conjointement à Montpellier. Un exercice assez incroyable. On a passé des moments assez exceptionnels tous ensemble. On s'est retrouvés autour de valeurs communes et notamment donc la citoyenneté, le pouvoir d'agir, la liberté des personnes et le droit à être considéré comme tout un chacun. C'est vrai que c'est des valeurs fortes qui nous portent, nos deux associations portent en tout cas, et on sait qu'on a beaucoup de choses en commun. On sait qu'on a déjà mené des combats ensemble, mené aussi des actions donc, comme le congrès. Et c'était important pour nous d'avoir votre mot et votre ressenti aujourd'hui parce qu'on sait qu'on a beaucoup de valeurs communes. Je pense que vous êtes d'accord à ce sujet. Nous partageons ce point de vue et on le vit de façon très intense parce qu'on est appelé malgré tout à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos concitoyens les plus vulnérables puissent continuer à vivre, inclus dans la société, conserver le goût de vivre jusqu'au bout. Et donc, même si nous souffrons les uns et les autres de manque de moyens, de manque de temps, de présentiel auprès des personnes, il nous faut faire d'autant plus preuve de créativité, d'ingéniosité à tous les niveaux, tous les métiers. Et je crois que les directeurs et les animateurs ont cette fonction et doivent aussi, me semble-t-il, répondre à cette exigence et à cet engagement. Et on voit bien que dans les établissements, en dépit de toutes ces difficultés, il y a des choses merveilleuses qui se font chaque jour. Et il faut que nous puissions ensemble valoriser les personnes que nous accompagnons. Et c'est aussi en les valorisant qu'on valorise les métiers du grand âge. C'est d'ailleurs un point commun de nos deux associations, puisque ce ne sont pas des associations d'organismes gestionnaires, nous sommes des associations de personnes physiques, de directeurs et d'animateurs qui s'engagent pour œuvrer en faveur d'une population. Tout à fait, et notamment en matière de vie sociale. Je crois que la vie sociale, le vivre ensemble, c'est des moteurs dans votre association aussi. C'est des choses que vous défendez. Bien entendu, nous, on les défend, mais je sais que vous avez aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Les personnes que nous accueillons, pour la plupart, rejoignent les établissements suite à des situations de rupture qui sont terribles pour elles, parce qu'elles ont un souci de santé considérable qui les amène à quitter leur logement initial, leur domicile. Quelquefois, c'est la perte d'un proche, ou un proche qui ne peut plus assumer, et donc il y a toujours un traumatisme qui déclenche l'entrée en établissement. Ce qui veut dire qu'à ce traumatisme, il faut y ajouter la perspective de perdre son domicile et la perspective d'entrer dans un autre lieu, un lieu d'accueil collectif qui est bien souvent méconnu de la personne. Par conséquent, nous accueillons une population qui est très fragile, qui, dans une société agiste, a tendance à s'auto-dévaloriser,
qui rentre dans un EHPAD avec tout ce que l'on sait avec l'affaire Orpea et donc qui a jeté le discrédit sur toute la profession, je dirais. Et comment faire pour que ces personnes ne se disent pas qu'au final, elles viennent dans un pis-aller, qu'elles viennent finir leur vie, un lieu où la mort sociale précéderait la mort physique. Notre métier, c'est au contraire de les revaloriser, de leur permettre de recréer cette continuité de vie dans leur parcours et de continuer à vivre en fonction de leur personnalité, de leur sensibilité et de pallier à leurs déficiences, à leurs incapacités, mais de nous laisser guider par leurs désirs, leurs envies et ce qui fait sens pour elles. C'est tout à fait des valeurs qu'on partage. C'est aussi ce que défend le GAG. Et là-dessus, on sait qu'on a des oreilles attentives des deux associations. Vous parliez aussi, Magali, tu parlais de la vie sociale et aussi comment ça peut se décliner dans un établissement et comment le directeur ou l'animateur va pouvoir y travailler. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce sujet ? Alors, moi, pour rebondir sur ce que dit Pierre, je crois que la vie sociale, il ne faut pas qu'elle soit différente finalement de celle que peut avoir tout citoyen comme vie sociale avant d'entrer dans une structure. Et donc le challenge, il est là, c'est comment finalement redonner l'envie et comment mettre en place les conditions pour que la personne continue à être incluse, non pas dans l'établissement où elle vit, mais qu'elle continue à être inclue dans la société dans laquelle elle vit. Ça veut dire que le projet d'établissement doit s'ouvrir au territoire sur lequel il est installé. Il faut que la structure soit vraiment une entité à part entière de la commune. On va prendre l'échelon de la commune ou du quartier dans les grandes villes. Mais il faut absolument que ce projet d'établissement prévoie à la fois de l'ouverture à l'extérieur et qu'on puisse entrer, aller et venir librement du quartier ou de la commune dans la structure et indifféremment pour permettre justement à la personne, aux personnes qui y vivent, de continuer à se sentir pleinement citoyennes de leur quartier ou de leur commune. Et en ça, je crois que, alors évidemment, la détermination, ça remonte loin. Il y a d'abord un projet institutionnel qui est le projet de l'organisme gestionnaire. Et c'est vrai qu'on va bien voir que les choses vont être facilitées, ne serait-ce que par l'implantation de la structure dans la commune. Voilà, plus la structure va être proche de la vie sociale, plus ça va être facile. Après, ça va beaucoup tenir aussi du projet d'établissement et des moyens que le directeur va accepter de déployer au service de cette vie sociale. Après, effectivement, ça va être à la fonction animation de la vie sociale de se saisir de cette question et d'animer un peu tout ça. Et là, je pense que le binôme directeur-animateur est essentiel. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu une vision réductrice, on va dire, de la fonction d'animation. Je crois que l'animateur, c'est pas celui qui va faire l'atelier. L'animateur, c'est celui qui va étudier le territoire, repérer toutes les richesses qu'il peut y avoir sur ce territoire et qui va du coup construire un projet d'animation en s'appuyant sur toutes ces potentialités qui sont à sa disposition, qui va du coup permettre aux personnes qui vivent dans la structure de faire des activités en interne, en externe, pas qu'avec des personnes qu'elles voient tous les jours, mais des personnes de tout âge et voilà. Donc ça, moi, c'est ma vision. Et du coup, l'animateur se retrouve un petit peu comme un coordonnateur. Et moi, j'ai plaisir à ce que les personnes du domicile viennent faire des activités dans les établissements que je dirige et que les personnes
en contrepartie, sortent sur des associations locales ou autres pour faire des activités. Et c'est vraiment de ce projet d'établissement et de la conception de l'emplacement, de l'architecture, que l'on va permettre après de pouvoir dérouler ce genre de projet d'animation de la vie sociale. Alors, pourquoi les deux métiers sont très proches, en définitive? Parce que le directeur, lui, se doit d'avoir une vision politique et stratégique du rôle, de la mission, de la place de l'établissement et de la place des aînés dans la société et dans leur environnement. Et l'animateur, lui ou elle, être en mesure de mettre en pratique, par ses stratégies, par ses compétences, son savoir-faire relationnel, de faire en sorte d'activer toutes les ressources externes et de bien faire en sorte que l'établissement et ses résidents soient une ressource pour leur environnement et inversement. Donc de faire situer l'établissement et son environnement en réciprocité et donc la population de la maison, les habitants de la maison et les habitants hors la maison, d'être aussi en réciprocité. Donc c'est extrêmement riche de pouvoir partager ces visions. Après, nous, ce qu'on constate, c'est que dans nos établissements, compte tenu de la population que nous accueillons, il y a beaucoup de soignants. Nous avons des équipes de soignants de 25, 30, 40 personnes, et il y a souvent un animateur. Alors, je me suis toujours interrogé, je vous renverrai la question aussi, mais c'est difficile d'être l'animateur. Animer, c'est donner une âme. Donc donner une âme sur des établissements où la part concrète de soins et d'accompagnement individuel est prépondérante, c'est à mon avis une mission extrêmement difficile, noble, et sur laquelle l'animateur n'a pas de pouvoir. Le directeur, il a un pouvoir formel. L'animateur ne peut s'appuyer que sur sa force de persuasion, sa force de conviction et son engagement. Et donc, on ne peut pas travailler, si un directeur a une vision de ce qu'il souhaite mettre en place et que soit offert aux résidents et à ses habitants, et que cette vision n'est pas partagée par l'animateur, de notre point de vue, enfin, Magali, je pense, me rejoint là-dessus, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment que les deux soient réellement en phase, parce qu'il y a un animateur, un directeur et 40 soignants autour. Et il ne faut pas que nos établissements soient des lieux de soins. Le soin est une nécessité, l'animation donne du sens. Et l'animation, c'est 1, et les soins, c'est 40. Et donc ça, c'est une équation qui est assez difficile à résoudre et pour laquelle le tandem doit fonctionner. Et c'est vrai que du coup, ce qui ressort, c'est le fait que l'animateur et le directeur vont faire un binôme justement pour donner du sens et puis développer la politique et la stratégie de l'établissement en matière de vie sociale. Ce que nous, au sein de l'animation, du groupement des animateurs en gérontologie, on appelle notamment l'accompagnement au quotidien social, ce qui rejoint la question de la coordination de la vie sociale d'un établissement, accompagner nos collègues à vivre et à faire vivre le quotidien social des personnes âgées, et tout en gardant la fonction d'animation et de coordination bien pour l'animateur. C'est absolument pas antinomique, ça va justement ensemble. C'est des missions qui sont assez complémentaires et très cohérentes. Merci pour le détail du binôme. Et puis, comme vous parlez beaucoup de territoire et beaucoup de ça rentre, ça sort, ça nous parle énormément et ça m'amène assez facilement à la question de notre congrès cette année. Le sujet est l'intergénération et la transmission. Est-ce qu'au sein de l'ADEPA, c'est des questions que vous avez déjà travaillées? Est-ce que c'est des choses qui vous traversent? Alors c'est un sujet qui est de toute manière, de fait, j'allais dire, traité dans le titre de l'ADEPA, des directeurs qui sont au service des personnes âgées. Parce qu'être, pour une personne âgée, ce qui est terrible, c'est le sentiment d'inutilité. Et il se trouve que, je dis bien le sentiment d'inutilité, parce que tout être humain est utile. Il y a des personnes qui nous disent « Oh ouais, mais attends, maintenant, vous savez bien, ils sont dépendants. Alors,
Pardon, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Et donc, je crois qu'on est dans un moment où nos concitoyens, globalement, ont un peu de mal à accorder un sens à la vie de personnes qui vivent peut-être de façon plus ralentie, parfois de façon plus silencieuse, moins active. Le « à quoi ça sert » et guide souvent le regard et l'appréciation que les gens portent sur le grand âge et sur les métiers qui s'en occupent au fond. En réalité, si on s'interroge sur l'utilité de l'être humain, on peut considérer que l'être humain est utile du début de sa vie terrestre jusqu'à son dernier souffle. Sinon, qu'on me dise à part quelle est la limite, quel est le moment où l'être humain n'est plus utile. C'est un non-sens. La preuve, c'est que même les personnes qui sont en fin de vie, elles ont encore une vie en elles. Il y a des soignants, il y a la famille qui est là, il y a le au revoir qui est en train de se jouer et qui est une étape essentielle de la vie, comme la conclusion d'un livre. Simplement, ils souffrent d'un sentiment d'inutilité. Et il se trouve qu'à passer un certain âge, on a besoin, l'être humain a besoin de transmettre. Et donc, il a besoin de continuer à côtoyer, à être, à vivre parmi les autres générations, d'échanger, de pouvoir bénéficier de l'épanouissement de la jeunesse, de l'innocence des tout petits enfants, de voir en fait toute cette vie qu'ils dominent de leur âge. Ils sont en haut de notre pyramide des âges, ils contemplent les suivants en réalité. Et donc, nous, on a intérêt, et c'est notre mission, c'est de permettre quand même à ces personnes de s'exprimer. C'est pour ça que l'ADEPA a créé l'association Citoyennage, qui consiste à dire, mais il faut écouter la parole de chacun, et donc la parole des aînés, la parole de ceux qui nous ont précédés. Ils ont fait tout le voyage de la vie, écoutons-les. C'est un repère, non seulement pour eux, pour les accompagner, mais aussi pour nous, parce que côtoyer le grand âge, c'est côtoyer l'école de la vie dans son sens temporel, je dirais. Et donc, cet aspect transgénérationnel, cet intérêt de transmettre est primordial. Alors, je prends souvent l'image du rugby, puisqu'on est ici en Occitanie, en terre de rugby. Le rugby, voyez-vous, il a ça de particulier, c'est que pour gagner et pour avancer, pour que l'équipe avance, il faut que le joueur qui a le ballon le transmette derrière son coéquipier. Voilà. Et c'est parce que la transmission de ce ballon est correcte que l'équipe avance et peut mettre le ballon dans l'embut. Et je pense que les générations entre elles, c'est ça qui doit se jouer et que c'est un gage de cohésion sociale et d'équilibre sociétal que les vieux communiquent et transmettent aux jeunes. Donc ce que je comprends, c'est que finalement, ces questions d'intergénération et de transmission, elles sont toujours dans le sous-texte de l'ADPA. Finalement, ça fait toujours partie des choses qui vont être pas forcément dites comme ça, intergénération et transmission dans les titres, mais par contre, vous avez toujours cette vision commune, ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure du vivre ensemble, de la vie collective, de la vie sociale, qui ne peut pas être que des personnes qui vivent entre personnes du même âge, dans un même lieu, mais que ça doit toujours communiquer. À partir du moment où l'ADEPA a dit que nous souhaitons œuvrer pour une société pour tous les âges et que pour que tous les âges interagissent entre eux. Donc je dirais, c'est presque dans le titre, même si ce n'est pas dit de façon aussi explicite que vous ne le faites. Mais oui, effectivement, ça fait partie de notre, comment dirais-je, de notre idéal en termes de vieillissement individuel et collectif, oui. Et alors, donc ça, c'est sur la vision politique de l'association. Et vous, comme vous êtes quand même aussi deux directeurs de structures et de groupements de coopération, est-ce que vous avez des exemples un peu concrets de comment ça peut se matérialiser dans les structures ? Moi, je veux bien
parler d'expériences voilà, que l'on a pu mener, ou en tout cas que j'ai pu vivre, notamment sur la commune de Gignac, dans le département de l'Hérault, où j'ai dirigé mon dernier établissement. Je trouvais que c'était une commune qui avait trouvé la recette du vivre ensemble dans l'intergénération, puisque ils ont mis en place, à travers la Semaine Bleue, depuis plus de 10 ans maintenant, une comédie musicale intergénérationnelle. Alors ils appellent ça la troupe bleue. Et cette troupe alors se renouvelle d'année en année, part sur un nouveau spectacle. Et c'est un projet en fait qui va se dérouler sur une année complète, hein, avec des ateliers de couture, des ateliers de rédaction de textes, des répétitions, voilà. Et en fait, dès le début, la maison de retraite a été associée à ce projet qui est porté par la ville et par le centre social en fait de Gignac. Et c'est un moment où en fait il n'y a pas de frontières, quoi. Et c'est vraiment ce que nous défendons à la débat. Nous ne supportons pas le terme d'EHPAD qui est très stigmatisant, enfermant. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de retraite? C'est jamais qu'un domicile comme un autre. Mais c'est un domicile collectif. Mais la personne qui y vit, elle est à domicile comme elle peut l'être en ville. Et du coup, il est vrai que lorsque les personnes sont accueillies dans la structure, rapidement elles ont à connaissance qu'il y a sur la commune cette initiative, et si elles le souhaitent, eh bien, elles vont pouvoir s'intégrer dans le projet de comédie musicale, et du coup aller soit participer à l'atelier couture, soit être acteur, être danseur, être voilà, en tout cas toute personne qui vit dans la structure et qui aurait envie, comme n'importe quelle autre personne finalement de la commune, participer à cette belle aventure intergénérationnelle, parce que je crois que ça va de 4 ans, en fait il n'y a pas de limite. Et je trouve que voilà, pour moi c'est vraiment une réussite intergénérationnelle, où on ne va pas faire la distinction, parce qu'après une fois qu'ils sont sur scène, hein, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, donc ça pour moi c'est quelque chose de concret en termes d'intergénérationnel, et qui marche et qui permet aux personnes finalement d'être complètement incluses dans la société. Un bon exemple où l'intergénération, en effet, représente un modèle de société où chaque personne est citoyenne, actrice de son projet et va participer. Quel que soit son âge. Ce que nous dit Magali, là, mais en fait, j'étais en train de me dire, mais dans le fond, dans notre société rurale, il y a quelques dizaines d'années, ces choses-là, ces relations existaient naturellement. Sauf qu'on est dans une société qui cloisonne, on voit bien, y compris sur le plan de l'urbanisme, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, je caricature à peine. Puis les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre aussi, vous voyez, on est dans une espèce de cloisonnement multiple. Dans nos établissements, on essaye au fond de recréer artificiellement, par le biais des animateurs, etc., ce qui existait à l'époque naturellement. Et ça existait naturellement parce que les gens en ont besoin. Et donc, il faut bien que nous nous adaptions. L'enjeu de notre société, c'est aussi celui-ci, l'enjeu climatique, mais l'enjeu démographique, c'est aussi l'enjeu qui consiste à dire comment nous assurons le vivre ensemble de toute la population dans sa diversité. Et donc, nous sommes appelés, alors c'est passionnant, et nous sommes appelés à nous interroger sans cesse et à mettre en place un certain nombre d'initiatives pour pouvoir le réaliser. La transmission, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça mobilise tout le monde. Ça parle à beaucoup de gens. Alors, de mon côté, l'expérience que j'en ai, parce que j'ai commencé il y a 35 ans, donc moi-même, je suis déjà d'une génération avancée, en fait, si vous voulez. Et j'allais souvent voir les personnes avant qu'elles soient accueillies dans l'établissement. On allait faire connaissance, donc je connaissais bien leur parcours de vie, ce qu'elles me racontaient. C'était très intéressant. Et puis, un jour, je suis allé interviewer, c'était notre première centenaire.
Et donc je vais l'interviewer, je dis, qu'est-ce que c'est vos 100 ans, madame? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les fête, etc. Et puis est-ce que vous êtes d'accord pour dire un mot, pour raconter votre histoire, etc. Bon, pour moi, mais j'ai rien fait, j'ai rien d'intéressant à dire, moi. Alors là, je lui dis, ça m'intéresse du coup, parce que pourquoi vous n'avez rien d'intéressant? Expliquez-moi pourquoi vous n'avez rien d'intéressant à vivre. Et elle m'a raconté toute sa vie, ses conditions de vie. Elle a arrêté l'école à 8 ans, ce qu'elle faisait là-bas en haut sur l'Aubrac, à garder les vaches, etc., sa vie de l'époque, etc. Et 1 heure après, j'étais toujours là à l'écouter. Et je lui ai dit, écoutez, pour quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à dire, je trouve que c'est pas mal. Et donc, si vous voulez bien, on va y aller comme ça. Et donc, on a fait la cérémonie ensemble, et j'étais à côté d'elle, et je lui ai posé les questions comme vous nous posez les nôtres, et pour essayer de lui tirer les vers du nez, comme vous faites aussi. Et les gens qui étaient là, il y avait, je ne sais pas, 80, 90 personnes ou 100 personnes qui étaient là et qui l'écoutaient. Et tout le monde a été passionné par sa vie, y compris les plus jeunes, parce qu'ils découvraient, par une personne encore vivante, un monde qui était tellement éloigné d'eux. Et donc, de là est née l'idée de dire, mais on a dans nos établissements, à proximité, des personnes que l'on aurait presque tendance à rendre fantômes, comme disent nos amis de citoyen âge. Ils disent, bon, on ne veut pas être des fantômes, ils disent. Et oui, des personnes qu'on ne regarde plus, qu'on n'écoute plus. Et en réalité, elles ont des choses passionnantes à dire, et on s'aperçoit que c'est une mine d'or, ce que peuvent nous dire ces personnes. Le fait de repartir dans leur histoire, eux, ça les aide à reconstituer leur parcours et à prendre conscience de la valeur de ce qu'elles ont vécu, etc. Et pour les autres générations, c'est un vrai repère de vie. Non, je t'en prie. C'est un vrai repère de vie pour les autres. Et donc, de fil en aiguille, on en est arrivé à faire ce qu'on a appelé, nous, un centre de la mémoire vivante, où les échanges avec les écoles se préparaient, donc avec les enseignants, les instituteurs, les enfants préparaient les questions. Ils venaient interviewer les résidents dans l'établissement ou dans le domicile, parce que ce sont des domiciles dans cet établissement. Et c'était extrêmement riche, jusqu'à ce que le corps enseignant nous dise, mais en fait, on a, nous, un bénéfice incroyable sur le plan de l'éducation des enfants et de leur intérêt. Le fait de venir visiter et côtoyer et échanger avec ces personnes âgées, ça leur fait un bien fou, ça les stabilise. Il y en a qui ont carrément changé d'attitude par rapport à la notion d'apprentissage. Et de dire, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, dans les familles traditionnelles, le grand-père, la grand-mère, ils étaient présents, évidemment. Aujourd'hui, il y a un éclatement géographique, il y a un éclatement familial, et on voit bien que la personne âgée, si elle est préparée, et si le gamin est préparé, la connexion se fait de façon très, très, très spontanée et très productive, et aide l'enfant à évoluer et aller vers son propre épanouissement. Et la personne âgée se sent utile jusqu'au bout et se redécouvre quelqu'un d'important. C'est ça, vivre debout. Ah, on peut vivre debout tout en étant assis, mais debout dans sa tête et dans sa dignité. Voyez-vous ? Tout à fait, ça me fait penser à quelque chose que moi j'aime développer, c'est la notion de la personne âgée avec les plus jeunes. Elle a ce rôle de tuteur, mais tuteur dans le sens aider à pousser droit. Oui. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que par la rencontre entre des générations différentes, et notamment par cette question de on ne connaît pas forcément ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, le jeune va avoir un repère qui en plus n'est pas la parentèle, donc on est sorti complètement du contexte familial, et quand même cette rencontre entre les âges va créer cette notion de aider à pousser. En plus, je trouve que c'est joli comme métaphore, et ça fonctionne vraiment bien. Merci pour vos témoignages. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à défendre ensemble. Et vous n'avez pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre visuelle pour les congressistes. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour d'autres projets et d'autres choses à défendre. Merci à vous. Et surtout, je pense qu'il faut que nous disions une chose, c'est que de notre coopération
doit être défendue une idée haute de ce qu'est le grand âge, parce que comme les personnes âgées se dévalorisent, je crains que l'ensemble des métiers de la gérontologie se dévalorisent également, alors qu'en fait, notre mission est essentielle, elle est magnifique et elle est noble. Donc il faut être ensemble, que tous les métiers se rejoignent pour porter haut ces valeurs. Merci. Merci beaucoup et puis bonne fin de congrès.